Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Je vais vous donner un sentiment, ou tout du moins plutôt une intuition. Alors, comme toute chose, il faut savoir que parfois les intuitions peuvent être simplement émanantes de quelques sentiments, ressentiments, émotions, depuis notre conscience ou notre subconscient, mais ce qui ne veut pas dire forcément que ça nous donne le droit d'être devin et de deviner l'avenir. Néanmoins, il n'est pas négligeable parfois de se dire que lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a une analyse, lorsqu'on a un soupçon, voire tout d'un coup une petite lueur qui nous dit « il y a quelque chose là d'intéressant », on essaye d'étayer ce que nous ressentons en allant collecter des données, en allant chercher de l'information et essayer de regrouper un petit peu tout ça pour voir si éventuellement ce dont on pense, ce dont on croit, ce dont on a pu avoir l'analyse peut s'avérer être soit quelque chose du domaine du fantasque ou alors peut avoir quelque chose d'assez crédible, d'assez sérieux. Et donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ce conflit, encore une fois de plus, entre Israël et la Palestine. J'ai même fait ironiquement le fait que rien ne se passait de particulier, parce que c'était de toute façon un cycle immuable, que j'avais également expliqué que si des médias avaient fâcheuse tendance à donner la responsabilité au Hamas de cette escalade, ils n'ont pas moins omis de préciser que le Hamas faisait en fait une réponse à l'occupation et à la prise de possession de certaines demeures dans les territoires occupés par des colons israéliens, parfois même de façon très expéditive. Force est de constater que là, dans l'évolution des choses, il y a certains éléments qui sont assez intéressants. Alors, évidemment, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, les comportements de la communauté internationale n'a rien changé de ce qu'elle a la coutume de faire en général. Ils ont mis quand même un certain temps à commencer à dire oui, il faut trouver une issue, etc. Mais on ne blâme pas directement Israël. On fait très attention de ne pas blâmer Israël. On met en effet le fait que oui, c'est pas bien ce que fait Israël, mais quand même, si ils ont la légitimité de le faire, parce que c'est quand même le Hamas qui les a attaqués. Force est de constater que si on avait été habitué ces dernières années à voir Israël faire des frappes chirurgicales pour essayer de déstabiliser, de déstructurer, je dirais même détruire certains pans de l'organisation de la bande de Gaza dans son autonomie, là, il faut savoir quand même que 2 buildings ont été détruits, et pas n'importe lesquels. Il y a un premier building qui regroupait un ensemble de médias, et un deuxième building où il y avait 23 médias, dont la chaîne Al Jazeera, et surtout, c'est là que ça devient intéressant, la fameuse agence AP américaine, Agency Press, je crois. C'est-à-dire que là, ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que les médias anglo-saxons ne savent pas trop quoi dire, parce qu'ils se disent quand même, attends, ils ont quand même bombardé un immeuble où il y avait quand même une organisation américaine. Bon, on va quand même faire, oui, enfin là, il faut trouver une solution, pour faire un cessez-le-feu. Là, nous avons Macron qui est actuellement en Égypte avec le président égyptien qui suit finalement un petit peu la ligne de l'ONU en disant oui, il faut essayer de trouver des pourparlers, il faut essayer d'engager des débats ou d'essayer d'engager des réunions pour essayer de calmer un petit peu le jeu. Mais force est de constater que très peu de médias, étrangement, n'ont pas fait le lien avec le fait que, Netanyahou est actuellement en grande difficulté, et non seulement il est en grande difficulté, mais en plus de ça, on est à l'échéance d'une élection en Israël. Est-ce que c'est potentiellement possible que Netanyahou ait provoqué
une situation pour pouvoir en tirer le profit évident pour sa réélection? La question est posée. La question est d'autant plus posée qu'il y a un certain nombre d'événements aujourd'hui, dans l'actualité, qui sont très intéressants parce que confirment que là, nous sommes à une époque charnière. Alors, en dehors du fait de la situation du Covid, en dehors du fait que de plus en plus de gens commencent à se rendre compte qu'il y a des trucs qui clochent, il y a un certain nombre de phénomènes qui tentent à prouver que on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est la crise économique qui va nous tomber dessus. Et ils le savent de toute façon. La plupart des grandes banques, la plupart des grandes sociétés financières, tout le monde de la finance, sont en train de consolider leur position. On a vu par exemple le Bitcoin battre des records, on a vu un certain nombre d'établissements bancaires qui ont pignon sur rue, qui cherchent à faire des fusions avec d'autres banques pour consolider leur bilan, toxique de surcroît. Nous avons actuellement aux États-Unis un président des États-Unis qui est en train d'arroser l'économie de subventions, de soutien ou d'aide. Là, il vient d'annoncer qu'une prime pour les familles américaines sera attribuée avec, je crois, 3 000 $ par enfant. Sauf que le problème, c'est que déjà, le soutien financier qui avait été prévu à 2 800 $, 2 500, 2 800 $ par Américain, ben, finalement, le problème, c'est qu'on en attend toujours la couleur. On ne l'a pas reçu. Où est parti l'argent? On ne sait pas. Et en plus de ça, vu qu'aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, il y a un certain nombre de secteurs de services, dans la restauration, la maintenance, la prestation à domicile, dans les magasins avec du personnel, personnel de caisse, personnel de achalandise des rayons, ou de maintenance ou de travail en entrepôt, bien toutes ces entreprises aujourd'hui sont dans la merde parce qu'elles ne trouvent pas de gens pour travailler. Parce qu'actuellement, en effet, nous avons encore aux États-Unis le bénéfice des soutiens Covid au niveau des emplois, au niveau du chômage américain. Et vous avez certains États qui commencent à annuler ces soutiens Covid au chômage, parce qu'évidemment, le problème qui est aujourd'hui flagrant, c'est que finalement, toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui dans la merde parce qu'elles n'arrivent pas à retrouver des gens pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire pour prendre les emplois, sont quasiment toutes des entreprises qui ont joué le dumping social, c'est-à-dire qui ont joué la carte des bas salaires, des temps partiels, et donc par conséquent des métiers qui ne sont pas suffisamment rémunérateurs, même ne serait-ce que pour des célibataires. Preuve en est, c'est que j'ai pu regarder un petit peu les emplois et forcer de constater qu'en effet, le taux horaire a augmenté. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des positions, des métiers où il n'y a pas besoin de grandes qualifications, qui avant étaient payés 7, 8, 9 $ de l'heure, brut, eh bien on commence à voir les mêmes métiers où ils font une offre à 11 à 12 $ brut de l'heure. Ils sont obligés d'augmenter les salaires. Parce que, bah oui, il faut être attractif comparativement aux rémunérations, aux prestations sociales qui sont données par le chômage, qui, dans certains cas, et je peux le confirmer personnellement, on est mieux payé qu'en travaillant. Donc pourquoi s'emmerder à travailler, puisque de toute façon le chômage nous paye mieux que si on travaillait. Et en plus de ça, on a moins de frais puisqu'on se déplace moins, donc on paye moins d'essence, donc on a moins de frais sur la voiture, etc. Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que ça posait problème. Donc là, certains États sont en train d'aller complètement au sens contraire de ce que Biden est en train de décider. Donc évidemment, tout l'électorat qui a voté Biden contre Donald Trump,
qui a cru qu'en effet Joe Biden allait soutenir l'économie en continuant, en attendant le retour à la normale. Sauf que le retour à la normale, il commence à avoir beaucoup de souplesse aux États-Unis. On commence à relâcher un petit peu les sanctions, enfin pas les sanctions, mais les restrictions. Nous, par exemple, en Caroline du Nord, maintenant, nous pouvons circuler dehors, nous pouvons aller en terrasse, nous pouvons avoir des activités en extérieur sans masque. Donc, le masque est encore obligatoire en intérieur pour ceux qui le demandent. Donc voilà, il y a un relâchement actuellement suite à la campagne de vaccination. Mais ça veut dire qu'il va falloir que l'économie s'y reparte. Or, le problème, c'est que l'économie ne peut pas repartir avec les salaires qu'ils pratiquaient avant. D'autant plus que vous avez beaucoup de secteurs, vous avez des acteurs dans beaucoup de secteurs qui aujourd'hui ont déjà mis la clé sous la porte. Donc ils vont vouloir les meilleurs, ils vont vouloir ceux qui sont déjà qualifiés, ceux qui ont déjà de l'expérience, pour très très vite redevenir productifs et essayer de rattraper un peu le temps perdu en matière de chiffre d'affaires. Sauf que pendant des années, on n'en avait pas grand-chose à foutre de vérifier la compétence et la productivité des gens. C'est bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont complètement dans la merde parce qu'ils ne trouvent que des gens qui finalement font leur boulot du mieux qu'ils peuvent, de par les moyens qu'on leur donne, mais se défoncent pas plus pour la productivité de l'entreprise. Parce que c'est dans ce pays où on a pratiqué le flux tendu. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte de ne pas garder des gens longtemps, de les garder peut-être 1 an et demi, 1 an, 6 mois, et puis après, on les vire et puis on prend quelqu'un d'autre. On essaie de garder ceux qui sont encore utiles dans le processus, dans la chaîne. Mais malheureusement aujourd'hui, force est de constater que ces gens sur lesquels on comptait pour compenser le fait de manque de formation, le manque de professionnalisation, le manque de productivité des autres, et bien ces gens-là, qui se sont retrouvés évidemment chez eux avec le Covid, ils n'ont pas attendu le chômage. Ils ont retrouvé d'autres boulots. D'autres boulots ou dans des entreprises où évidemment, ils les gardent. Moi personnellement, ça y est, mon cinéma va rouvrir le week-end prochain. Donc j'ai été contacté pour reprendre ma position. Ce qui prouve que déjà, c'est que je suis un bon élément s'ils me reprennent. Mais je vais voir un petit peu comment la situation va se dérouler, parce que entre le fait qu'il y a des restrictions en matière de capacité, qu'il y a encore le principe de la distanciation sociale au sein des lieux fermés, lieux publics fermés, qu'il va falloir nettoyer toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, nettoyer les salles avec du produit, etc. Je ne sais pas si économiquement ça va vraiment être intéressant. Je rappelle, aux États-Unis, le groupe AMC, qui lui a réouvert ses cinémas depuis l'été dernier, c'est-à-dire l'été 2020, au mois de décembre, a failli se mettre sous le coup de la loi des faillites. Heureusement, un certain nombre d'acteurs économiques sont venus aider et ont renforcé et ont un peu épongé les dettes, mais clairement, l'AMC, aujourd'hui, va bénéficier, je crois, de 200 millions de dollars pour pouvoir tenir l'année 2021. Mais si jamais cet été, paf, on a une nouvelle recrue, une nouvelle vague d'épidémie, etc., forcément les cinémas risquent de refermer. Et là, pas sûr qu'ils soient sauvés. Donc voilà quelques exemples de conséquences économiques actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. On entend blanc d'un côté et noir de l'autre. On entend l'État fédéral dire on va aider, on va allonger, on va arroser, etc. Mais le problème, c'est que les États, entre eux, évidemment, les divergences politiques, les conflits, les petites guerres idéologiques, eh bien, les États, eux, par contre, supportent leur propre économie. Et les acteurs économiques sont en train de dire non, arrêtez d'arroser en chômage, coupez le chômage aujourd'hui, parce que nous, on veut que les gens retravaillent. Et ouais, et en France, c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas encore
c'est le 19 mai, vous n'êtes pas encore dans le processus. Et ils ont déjà prévu de commencer à baisser les aides. Alors qu'on n'est pas sorti de la pandémie. C'est-à-dire qu'on mise évidemment sur les vaccins, et on mise sur les vaccins pourquoi? Parce que les acteurs économiques aujourd'hui ne peuvent plus se contenter des planches à billets. Donc il faut relancer les activités économiques. Sauf que le problème, c'est que relancer les activités économiques, forcément, il va y avoir une épuration. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ceux qui ont encore les reins solides qui vont tenir le pavé, sauf que les autres sont déjà condamnés. Regardez avec les terrasses, regardez en France les terrasses. Quel bar va pouvoir subvenir à ses besoins de chiffre d'affaires journaliers en ne pouvant que compter que sur ses terrasses? En plus avec le temps. Parce que si jamais il se met à pleuvoir, bon, après ça dépend des équipements. Vous avez des terrasses qui sont couvertes, etc. Mais je veux dire, même les restaurants, si un restaurant dégage un chiffre d'affaires sur un nombre de couverts établi, parce que c'est ça, hein, je veux dire, le chiffre d'affaires, il est calculé à l'avance, c'est-à-dire qu'ils savent par semaine combien de chiffre d'affaires ils doivent faire. Et donc répartis sur les jours de semaine et le week-end, ils savent combien de couverts ils doivent faire. Or, si le week-end, il faut qu'ils fassent au moins 2 services du soir complets, c'est-à-dire qu'au moins toutes les tables sont occupées, toutes les chaises sont occupées sur les 2 services du week-end, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent si on leur dit « bah oui, mais non, vous pouvez mettre que la moitié ». Ça ne peut pas fonctionner. Donc tous ces acteurs économiques, évidemment ceux qui sont des grandes chaînes, avec des grandes franchises, etc., eux par contre reçoivent les liquidités. Donc ils vont pouvoir compenser. Et je dirais même qu'aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y en a certains qui vont avoir le sourire parce que si des petits meurent, c'est les gros qui vont remplacer. Alors évidemment, il y en a certains qui disent « oui, non, mais c'est pas possible, en France, on ne peut pas laisser faire ça, etc. » Qui va l'empêcher? Qui va empêcher demain les petits restaurateurs dans les petites villes, etc., qui sont indépendants, qui ont ouvert leur commerce à leur nom propre, etc., de les laisser crever ou tout simplement peut-être de se faire racheter par des groupes qui vont tout simplement aider ces petits restaurateurs, mais qui finalement ne seront plus propriétaires de leurs biens et devront verser une partie de leur chiffre d'affaires à ces sociétés. C'est une nouvelle forme d'esclavage. C'est une nouvelle forme de dépendance d'un système. Parce que, rappelons-nous, dans le nouvel ordre mondial, dans le grand reset, il est prévu de reconcentrer les moyens financiers. Et reconcentrer les moyens financiers, c'est-à-dire donner à des acteurs financiers des cartes qui leur permettront de soutenir l'économie. Et soutenir l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est de permettre à ces grosses structures, ces grosses multinationales, ces gros industriels, de générer un nouveau marché. C'est-à-dire de mettre la main sur des indépendants et les franchiser. Alors pas les franchiser avec une marque, mais les franchiser financièrement. Comme exactement ce qu'on a aujourd'hui avec les McDonald's, par exemple. Aujourd'hui, quasiment tous les McDonald's n'appartiennent pas à McDonald's. Ça appartient à quelqu'un qui a apporté un fonds propre et a payé une franchise à McDonald's pour utiliser la marque McDonald's avec les produits McDonald's et en échange, hop, ils doivent reverser un pourcentage. Mais si jamais ils se trompent dans leur business, si jamais ils merdent complètement, ou ils ont mal calculé leurs coûts sur la zone d'achalandise, etc., c'est ce franchisé-là qui va tout prendre dans la gueule. C'est pas McDonald's. McDonald's, eux, ils n'ont aucune bille dans le truc. Et c'est ça, aujourd'hui, le modèle économique sur lequel, au niveau des commerces, on fonctionne. Quand vous voyez des Marionneaux, des McDonald's, des Burger King, que vous voyez des H&M ou je ne sais quel autre, en règle générale, ce sont des franchisés. C'est-à-dire que les magasins n'appartiennent pas à la marque. C'est généralement des locaux qui sont loués par des gens qui ont acheté la franchise pour exploiter la marque, pour exploiter le label
et bénéficier évidemment de toute la logistique que ce label leur apporte. Mais au final, quelle est leur liberté là-dedans? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, puisque c'est comme un, si vous voulez, c'est malheureusement la réalité. Ce qu'on appelle, alors attention, sans faire de clichés, on va dire, c'est les fameuses épiceries arabes qu'on connaissait tous, qui étaient ouvertes presque parfois 7 jours sur 7, parfois même 24/24. Aujourd'hui, ils sont en train de disparaître, plus ou moins. Pourquoi? Parce que vous avez les grandes enseignes d'hyper et de supermarchés qui aujourd'hui redéveloppent le commerce de proximité. Mais pourquoi ils s'emmerderaient à développer ou installer des nouvelles boutiques quand il leur suffit tout simplement de faire le forcing pour racheter, ou tout du moins labelliser, ces épiceries? Moi, je me souviens, là où j'habitais à Rouen, il y avait une épicerie arabe juste en bas de chez moi. Aujourd'hui, elle a disparu. Elle a disparu pourquoi? Parce qu'un jour, ils se sont fait inviter, on va dire, à se franchiser avec une sous-marque du groupe Carrefour. Sauf qu'à un moment donné, ils étaient inondés de produits dont ils n'avaient pas besoin. J'avais discuté une fois avec le propriétaire, il m'a dit, avant que je parte, il m'a dit, de toute façon, on va arrêter parce qu'il nous oblige à prendre des produits qu'on ne vend pas. C'est pas la gamme de produits de proximité que nous vendons d'une manière générale. Donc on envahit nos magasins avec des produits dont on ne sait pas quoi faire. Mais du coup, ça prend de la place, donc on a moins de place pour d'autres produits qu'on pourrait vendre, donc on fait moins de chiffre d'affaires. Alors par contre, Carrefour, la marge, leur petite commission, ils se la prennent. Ceux qui veulent ne pas se soumettre à ce genre d'organisation, après ils sont emmerdés parce que pour acheter leurs produits en gros, où les acheter en gros si ce n'est dans des succursales dont les propriétaires, qui sont censés être indépendants, en règle générale, sont maqués avec les grandes enseignes. Et il suffit qu'une grande enseigne dise, tiens, t'as un client là, celui-là, coupe-lui les vivres. Ça c'est fait. C'est comme ça qu'ils font. Entre autres, développement de leurs fameuses boutiques automatisées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que vous avez une gamme de produits, vous avez un panneau, un écran tactile, et puis hop, démerdez-vous. C'est le genre d'exemple de monde de demain, en fait, qu'ils veulent construire. C'est-à-dire comme ils ne peuvent plus tirer profit du système qu'ils ont installé depuis ces dernières décennies, et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, parce que plus loin, ça veut dire qu'il faut enfreindre des lois, enfreindre des règles. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se démerdent pour mettre en place des gens consensuels, complaisants, voire même des gens impliqués. Genre, on met en place dans un gouvernement des gens qui font touche pipi ou qui ont des comptes à Hong Kong, etc. Et si bien que ce sont des gens qui sont malléables. Et ces gens malléables, ils vont faire en sorte de casser la règle, de casser la norme, de casser la protection sociale, la protection commerciale, et vont permettre d'ouvrir un open bar pour développer des marchés, au détriment des petits. C'est un peu ce qui s'est passé aux États-Unis avec les commerces de proximité ou les commerces de centre-ville. Tout a été laminé. Laminé par les grandes surfaces, par les grands hypermarchés, ce qu'on appelle les malls. Mais ça en est arrivé à un point où aujourd'hui, quand vous allez dans des grandes villes et que vous allez dans des malls, alors des grands malls, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo il y a très longtemps, vous allez vous rendre compte que parfois, d'un mall à un autre, vous avez quasiment les mêmes enseignes, les mêmes magasins. Alors surtout, le problème maintenant qu'ils ont les malls, c'est qu'ils avaient construit leur budget sur la présence des grandes enseignes, des grands magasins, l'équivalent de ce qu'on a en France avec Nouvelle Galerie, Galerie Lafayette, Printemps, etc. Sauf que malheureusement, l'e-commerce a sérieusement entamé le chiffre d'affaires de ces grandes enseignes, et beaucoup d'entre elles sont en train de partir, de fermer des magasins. Donc du coup, il y a beaucoup de malls aujourd'hui qui sont en difficulté parce que c'était quand même 30, 40, voire 50% de leur chiffre d'affaires en matière de loyer
de surface quand ces magasins s'en vont. Alors il y en a qui réussissent à s'en sortir parce qu'ils arrivent à trouver d'autres enseignes pour venir remplacer. Mais là aujourd'hui, les grandes enseignes que sont Macy's, JC Penney, Target, aujourd'hui, ils ont plus tendance à fermer plus de magasins qu'ils n'en réouvrent. Ou ils en réouvrent, mais généralement dans des petites surfaces, moins grandes que ce qu'ils avaient avant. Et donc, du coup, ces centres commerciaux, comme on a pu en trouver aussi en France, eh bien, ont été obligés d'aller chercher des grandes enseignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un mall américain, vous retrouvez les mêmes marques d'un mall à l'autre. C'est même pire, c'est que suivant la configuration du mall, eh bien, vous allez avoir les mêmes magasins aux mêmes endroits. Si vous avez par exemple un Apple Store qui se trouve sur l'aile ouest, au premier niveau à gauche, vous allez dans l'autre mall, il suffit qu'il soit dans la même configuration avec une aile ouest et est, et bien vous allez retrouver le même Apple Store, exactement au niveau 1, à gauche, sur l'aile ouest, au même endroit. Vous voyez jusqu'où ça va le vice, pour conditionner le consommateur. Et donc du coup, quand vous allez dans les malls américains, et ben voilà, vous n'avez pas de diversité. Vous avez quasiment 70 à 80% des magasins, ce sont des labels, des enseignes, ou ce sont des magasins ouverts avec des marques de luxe, très chères, ou c'est des magasins où on en met plein la vue, avec de la part, etc. Sauf que pour un morceau de tissu fabriqué en Chine pour 20 cents, ils vous vendent ça à 75$. Mais bon, comme on sait qu'aux États-Unis, il y a de la fashion victime, et encore, quand je dis fashion victime, c'est beaucoup parlé, parce qu'il y en a beaucoup qui s'habillent vraiment comme des sacs à patates, mais ça consomme quand même. Il suffit de voir, par exemple, Nike. Regardez le phénomène Nike. Qu'est-ce que c'est que Nike, si ce n'est que des produits sportifs, et plus particulièrement des baskets? Ben aujourd'hui, il y en a qui sont capables d'acheter 500, 800, voire 1000, voire là, je crois qu'il y a une basket qui a été labellisée par un joueur de basketball, qui s'appelle 666. Je crois que la paire de pompes est à 800$, je crois. Alors vous allez me dire, mais qui va acheter 800$? Eh bien, je vais vous dire qui va acheter 800$. C'est pas les riches qui achètent les pompes à 800$. Non, c'est les Afro-Américains, majoritairement des Afro-Américains, qui généralement gagnent pas des 100 et des 1000. Ce sont des gens qui gagnent peut-être 2500 ou 3000$, grand maximum, mais qui n'hésitent pas à claquer 800$ dans une paire de pompes. Voilà la société de consommation. Consommer du cher et inutile. Et c'est ce qu'on a exactement aussi en France. Aujourd'hui, vous avez des jeunes, allez, on va faire cliché, de banlieue, qui aujourd'hui sont parfois habillés de façon, avec de la valeur, avec de la marque, qui vaut plus cher que ce que, parfois, un jeune dont la famille est issue d'une classe aisée, classe supérieure. Ah mais, vous voyez un petit peu le truc? Donc ça, c'est du business, c'est du commerce. Alors, évidemment, il y en a certains qui disent, oui, mais enfin, dans les banlieues, les jeunes, ils achètent ça au black. Oui, ils achètent ça au black, mais d'où vous croyez qu'ils viennent, les vêtements? Vous croyez que majoritairement, c'est ce qu'on appelle des tombées du camion? Non. En général, c'est parce que ce sont des fins de série, ou des surplus de commandes, qui sont redistribués dans des réseaux parallèles, par des contacts, etc. Vous savez, je pense qu'on a tous connu des gens qui fricotaient ou qui traficotaient dans ce style-là. Moi, ça m'est arrivé des fois d'acheter des produits de qualité, mais parfois 20 ou 30% moins cher que dans le commerce. Et encore, en sachant que la personne qui me le vend, l'a dû, lui, l'acheter encore moins cher, mais il le met une petite marge pour... normal, on se fait un petit peu de bénéfice quand même. Donc, j'ai envie de dire, quand vous... Là, je vous donne des tas d'exemples de ce qu'aujourd'hui on connaît du commerce, ce que l'on connaît aujourd'hui de l'activité commerciale et économique, du tissu économique réel.
Là, on se dit, ben non, ben, ça ne peut pas fonctionner ad vitam aeternam comme ça. Il y a un moment donné où ça va craquer. Et la Covid, en fait, finalement, elle est arrivée au bon moment. Elle est arrivée au moment où ça a failli craquer. Alors, la Covid, on a réussi à planquer derrière la Covid les débuts et les prémices d'une crise économique majeure, bien plus dévastatrice que celle qu'on a connue en 2008. Mais là, force est de constater que la Covid, on ne va pas la traîner pendant 10 ans. Il y a un moment donné où l'activité économique va être obligée de reprendre. Mais elle va reprendre sur quoi? Sur les mêmes codes, les mêmes règles, les mêmes principes qu'on avait avant? Non. Là, aujourd'hui, vous avez des gens qui s'efforcent et qui s'acharnent à essayer de commencer à poser les jalons pour commencer à modifier les principes, à modifier les règles, pour permettre à l'économie de repartir, mais de repartir avec des règles beaucoup plus souples, beaucoup plus aisées à l'exploitation et à l'esclavage moderne. Consentement d'un côté, obligation de l'autre, qui va amener à un moment donné le fait que, en effet, il y aura peut-être plus suffisamment de boulot pour tout le monde. D'où le fameux revenu universel, mais qui sera installé, mais avec des conditions qui vous imposeront d'abandonner ou de céder des libertés fondamentales. Parce que, la raison, c'est ça, c'est que, je suis désolé, mais même si vous avez des diplômes, etc., le problème, c'est que votre secteur d'activité est complètement bouché. Vous ne trouverez pas de boulot. Ou alors vous en trouverez, mais vous gagnerez une misère et vous ne pourrez pas vivre. Vous ne pourrez pas faire vivre votre couple, vous ne pourrez pas faire vivre vos enfants, vous ne pourrez pas financer les études de vos enfants. Donc vous serez condamné à être pauvre. Ce qui est déjà le cas pour un certain nombre de gens. Alors qu'avec le revenu universel, on va pouvoir stabiliser la situation. Bon, après, ça ne veut pas dire que ça va résoudre les problèmes de certaines personnes qui, même si vous leur donnez 1500, 1800 euros net par mois, ils n'iront pas acheter des conneries au détriment de l'éducation, de la nourriture, etc., de leurs gamins. Comme on l'a vu, aux États-Unis, jamais les ventes détail de produits high-tech n'a si bien marché. Ça a tellement bien explosé à un moment donné qu'ils ont acheté 2 fois plus ou 3 fois plus de stock et puis du coup ils se sont retrouvés avec 3 fois plus de stock. Ce qui est idiot. Mais voilà, encore une fois de plus, c'est que ils n'ont pas su anticiper le fait que peut-être beaucoup de gens qui vont aller toucher le chômage vont toucher plus que ce qu'ils touchaient avant et vont claquer leur thune pour en achetant des télé 4K, etc. Parce que le streaming, etc. Ils n'ont pas anticipé ça. Donc au moment où ils ont commencé à voir les ventes de téléviseurs grimper, ils ont acheté des stocks. Sauf que c'était trop tard. Alors, vous voyez, encore une fois, on marche sur la tête. Et le fait est, c'est que, dernier petit exemple, vous avez aussi le phénomène qui va faire qu'à un moment donné, si on met en place le revenu universel, ça veut dire qu'il va falloir changer, dans certains pays, tous les codes. Plus particulièrement en France, par exemple. Aux États-Unis, le problème ne se posera pas. Aux États-Unis, vous pouvez louer un appartement, une maison. Il y a des fois même, vous signez quasiment rien. Vous signez juste quelques papiers pour les assurances, etc. Mais puis voilà, on ne vous demande pas 2 ans de bulletin de salaire, etc. Non. On vous dit, voilà, l'appartement, c'est 700 $ par mois ou 800 $ par mois. Ok, vous pouvez payer. Bon, allez. Ouais. Alors qu'en France, pour se loger, c'est limite, il ne faut pas avoir un bulletin de paye de cadre pour avoir un 50 mètres carrés. Bon, ça, il va falloir complètement changer les codes de ça, si on met en place un revenu universel. Et ça va être vrai dans d'autres secteurs. Dans le secteur de l'assurance, par exemple. Quand vous allez vouloir faire assurer votre maison, pareil. Combien de papiers on vous demande? Combien de justificatifs on vous demande? C'est limite, comme je vous l'ai dit, c'est limite, il ne faut pas avoir un salaire de cadre pour se faire assurer
un studio de 50 mètres carrés. C'est du délire. C'est du délire. Alors que si demain on décide de mettre en place le fameux revenu universel, c'est pas. Est-ce que vous croyez que les assurances, les banques, le marché de l'immobilier, etc., ils vont se dire c'est bon, de toute façon, comme ces gens vont toucher systématiquement et automatiquement $1 800, 1800 euros, 1500 euros, peu importe, c'est bon. Enfin, c'est bon pour qui? Pour ceux qui vont pouvoir faire des loyers raisonnables. En revanche, ceux qui ont tellement acheté de surface, des appartements achetés de partout, des trucs à 200 mètres carrés, genre à 5000 ou 6000 euros de loyer, ou trucs comme ça, même si on envisage, même déjà le phénomène en France, c'est déjà de plus en plus développé comme aux États-Unis, c'est-à-dire des gens qui font de la colocation, c'est-à-dire qui louent des grands appartements avec plusieurs chambres. Bon, sauf que la colocation, ça a quand même ses limites. Je vois mal une famille avec 2 gosses vivre en colocation. J'en ai vu, ils ont essayé. Bon, ils ont eu forcément des problèmes, surtout dans des sociétés individualisées, consuméristes. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc voilà un ensemble d'exemples qui fait que quand on entend des gens dire on va revenir à la vie normale d'avant, non, on ne va pas pouvoir revenir à la vie normale d'avant. On va devoir réinventer un modèle économique, on va devoir renégocier un certain nombre de valeurs, on va devoir réinventer des modèles commerciaux, des modèles d'activité, des modèles de loisirs, dont certains d'entre eux auront la mainmise d'un certain nombre de groupes, d'importants financiers, de sociétés financières, d'empires financiers, mais qui vont dire, attendez, nous on veut bien faire le geste de baisser les niveaux pour permettre de relancer l'économie, mais par contre, nous on veut des gages, on veut des garanties. Et ces garanties, c'est assouplissement du marché du travail, assouplissement du code du travail, élimination ou destruction d'un certain nombre d'organes qui, plus particulièrement en France, gênent parfois les entrepreneurs, gênent parfois le patron. C'est par exemple la représentation syndicale, c'est les comités d'entreprise. Tout ça, ça coûte cher. Ça coûte cher aux patrons. Attention, je ne tape pas sur les patrons. Vous avez aujourd'hui des investisseurs, vous avez aujourd'hui des entrepreneurs qui ont une certaine honnêteté d'âme, qui sont tout à fait honnêtes avec leurs salariés, c'est-à-dire que quand ils font de la productivité, qu'ils font du chiffre d'affaires, etc., qu'ils font de la participation au chiffre d'affaires de leurs employés, ce qui est un peu normal, je dirais, d'une façon générale. Mais concernant les grandes sociétés, les grands groupes, c'est pas franchement la culture. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est ces groupes-là qui aujourd'hui veulent étendre en créant du marché. Si avant vous aviez des petites entreprises, des petits entrepreneurs qui avaient du fait de l'investissement, du fait que leurs salariés qui étaient payés 35 heures, mais qui des fois faisaient 40 heures, etc., en compensation, ils avaient le droit à des primes, des participations, ou il y avait un échange de bons procédés. Et ça n'existera plus. Parce que ça sera régi par la maison mère qui dira maintenant c'est comme ça et pas autrement. Donc j'ai envie de dire, et là je fais une parenthèse, sur les propositions qui vont être faites par les candidats, les aspirants à la présidence de 2022, j'invite chacun d'entre vous à être très attentif et de faire très attention à leurs propositions et les comparer à la réalité pour savoir si c'est réaliste. Plus particulièrement les gens de gauche, plus particulièrement M. Mélenchon, plus particulièrement Marine Le Pen, qui, pour essayer de séduire, vont certainement aller jusqu'à faire des promesses ou des projets, mais des projets sur lesquels, à un moment, la question qui va être essentielle, c'est oui, attendez, ok, super, mais vous financez comment ? L'argent, vous allez le trouver où ? C'est si vous réduisez des impôts, si vous supprimez des taxes, si vous remettez des taxes sur les gens riches. Mais les gens riches, ils sont pas cons, ils disent ok.
Là, je vais payer la première année, la deuxième année, ciao, au revoir, moi je pars en Suisse, en Belgique, à Hong Kong, à Dubaï. Hein, vous avez tous vu cette vidéo de ces youtubeurs, influenceurs français qui se sont exilés à Dubaï, parce qu'à Dubaï, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Enfin, il y a des taxes, mais il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc voilà, ça c'est pareil, hein, ce fameux argument que certains sortent en disant oui, ben, on n'a qu'à développer des subventions, on n'a qu'à arroser des gens, voilà, on paye des primes, on paye ceci, on crée des fonds d'aide. Et à un moment donné, quand vous dites, ouais, mais l'argent, vous le sortez d'où? Fiscalement, comment vous allez compenser les balances? Oh, ben on va créer des taxes pour les riches, on va rétablir l'ISF. Ok, mais vous allez faire comment si les riches ils se barrent à l'étranger? Ah bah on fera peut-être des lois pour les obliger à rester. Ben là, donc ça veut dire que vous adopteriez des processus dictatoriaux pour interdire aux riches de quitter la France. Est-ce que c'est pas un retour à une sorte de communisme? Communisme totalitaire. Vous voyez, il y a un non-sens là quelque part. Donc vouloir taxer les riches, en effet, faire des taxes à hauteur des revenus, je pense que c'est tout à fait humain. Sauf que le problème, c'est que si on veut faire ça, il faut que l'ensemble des pays européens s'y alignent aussi. Si on le fait tout seul, il y aura toujours un pays qui va dire « Oh, bah la France, ça y est, ça, les impôts, les taxes, etc., nous, on va en profiter, hein, on va récupérer. » C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Attention, aux États-Unis, vous avez des États aujourd'hui qui, pour pouvoir subvenir à leur endettement, alors je pense à la Californie, à New York, Washington, pas Washington la capitale, l'État de Washington, aujourd'hui ils n'ont plus le choix de créer de la taxe sur les riches. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les riches, ils se barrent. Et vous avez d'autres États qui, eux, ont une fiscalité beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, parce qu'ils n'ont pas des besoins de budget énormes, et donc ils se concèdent, et je dirais même fonctionnent très très bien budgétairement, avec uniquement de la taxe sur la consommation, les taxes sur les produits, etc. Il y en a même qui ne pratiquent pas l'impôt sur le revenu, par exemple. Le Texas ne fait pas l'impôt sur le revenu, parce que sa population et les richesses qu'elle engendre suffisent par la taxe à remplir les caisses de l'État du Texas. Donc évidemment, bah, les entreprises, elles sont extrêmement intéressées de ce fait. Puisque récemment, hein, je vous ai parlé de la société Oracle qui va décider de quitter la Californie, c'est-à-dire qu'elle garde une unité en Californie, mais son siège social déplacé en Texas. Donc du coup, Oracle ne payera plus ses impôts dans l'État de son activité globale à la Californie, mais au Texas. Et ne paiera que ce qu'elle doit payer sur son unité qu'elle a en activité en Californie. Même Elon Musk a menacé de quitter la Californie. Et New York, pareil. Aujourd'hui, New York, ils sont emmerdés parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui finalement ne vont pas renouveler ou n'ont pas renouvelé les bails dans les immeubles de bureaux. Vous avez des entreprises qui ont décidé de garder leurs salariés en télétravail, donc pas besoin d'autant de surface. Donc, enfin, là, les conséquences, elles sont là. Et on ne va pas revenir à la normale. Hein, pour vous dire, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez même le maire de New York qui a été pleuré auprès des grandes entreprises pour leur demander de faire revenir leurs employés. Mais les entreprises ont dit, mais vous êtes qui pour nous demander de faire revenir les employés? Vous allez faire quoi? Vous allez nous surtaxer si on refuse d'obéir à vos ordres? Bah, dans ce cas-là, ciao, on va aller voir ailleurs, hein, chez le voisin à côté, hein, en Pennsylvanie, en Vermont, ou en Michigan. Donc ils se sont enfermés dans un cercle vicieux dans lequel ils ne pourront pas sortir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être obligé à un moment donné de se sacrifier. Mais de sacrifier qui? Bah, de sacrifier la petite classe moyenne. Bon, déjà, la classe moyenne aux États-Unis, elle est laminée. Donc, il ne reste plus que la classe supérieure aux États-Unis. Et c'est cette classe supérieure
qui majoritairement est démocrate, qui va la sentir passer, qui vont regretter d'avoir élu Biden à la présidence des États-Unis d'Amérique, qui vont regretter de s'être fait piéger par de la propagande. Je ne dis pas qu'il fallait voter Donald Trump, mais encore on revient au problème du non-choix, finalement. Ce qui va vous arriver de toute façon en 2022 en France, c'est qu'ils vont tout faire pour que vous n'ayez pas de choix. Et donc, toutes ces petites choses dont je viens de vous raconter, avec d'autres éléments, avec d'autres choses que nous pouvons observer, je vais terminer avec ce qui est en train d'arriver à Bill Gates. Comme je vous ai dit, Bill Gates, on a appris divorce avec Melinda Gates. Je crois que dans ma vidéo, j'avais dit Belinda Gates, mais c'est Melinda Gates. Et là, on commence à voir ressortir, remonter les liens ambigus avec Epstein. Le fait que Melinda avait déjà réfléchi à divorcer de Bill Gates en 2019 suite à sa découverte de ses relations potentielles, parce que c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas d'affirmation sur le degré de lien qu'il y avait avec Epstein et Bill Gates, mais elle avait découvert ça. C'est une des choses qui aurait motivé Melinda Gates de quitter Bill Gates. À tel point que là, récemment, on a appris que les enquêteurs qui sont actuellement sur l'affaire Ghislaine Maxwell, je rappelle, mais que Ghislaine Maxwell est toujours sous enquête et sous protection dans une prison de l'État de New York, les enquêteurs ont demandé à ce que M. Bill Gates éclaircisse ses liens avec Jeffrey Epstein. Puisqu'apparemment, ils ont des témoignages, ils auraient des preuves, comme quoi Bill Gates non seulement aurait menti en disant qu'il n'avait pas eu de lien particulier d'affaires avec Jeffrey Epstein, que c'était juste une connaissance d'une autre connaissance qu'on a présentée, on a passé du moment ensemble, etc. Mais je m'en suis éloigné parce que j'ai pu voir qu'en effet, c'était quelqu'un de peu fréquentable, etc. Sauf que les enquêteurs, eux disent, attendez, vous êtes Bill Gates, important personnage, influent. On vous présente une personne, la moindre des choses, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui vous disent, celui-là, attention, sulfureux. Celui-là, attention, éloigne-t'en parce que réputation... Et c'est là les enquêteurs demandent à Bill Gates d'éclaircir parce qu'ils disent comment vous avez pu fréquenter pendant un certain laps de temps un monsieur dont la réputation n'était plus à faire et qu'au dernier moment vous avez décidé tout d'un coup de vous en éloigner. Pourquoi vous n'êtes pas éloigné de lui plus tôt? Vous n'allez pas nous faire croire que quelqu'un ne vous a pas prévenu que Epstein, c'est dangereux niveau réputation. Et je me souviens peut-être que dans une de mes vidéos, quelqu'un m'avait fait un commentaire en me disant « Oui, de toute façon, Bill Gates, c'est un des puissants, c'est un des gens qui ont du pouvoir. » Et je lui avais répondu, je dis « Non, il a du pouvoir, mais il n'est pas un puissant. Il est un outil. Il est un acteur. » Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand vous regardez l'ensemble des personnalités qu'il y a aujourd'hui au sein du Bilderberg, au sein de la trilatérale, ou de ce fameux comité 300, comme on l'appelle, ben vous allez vous rendre compte que Bill Gates n'en fait pas partie. Ce qui est quand même dommage pour quelqu'un d'aussi influent et d'aussi puissant tel qu'on lui donne cette réputation. Donc j'ai toujours dit que Bill Gates n'était qu'un outil, qu'était un instrument. Et j'ai envie de dire peut-être qu'aujourd'hui on est en train de commencer à voir apparaître tout simplement sa liquidation. C'est-à-dire que le mec, il a fait un boulot, il aurait pu le faire bien, mais il y a eu des dérapages, il y a eu des trucs qui ne collaient pas. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il a investi avec sa fondation dans des tas d'organismes, qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas dire si sa fondation philanthropique investit autant d'argent sans en tirer un intérêt derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, la fondation Bill Gates met 3 millions d'euros sur la tête du journal Le Monde, c'est pas juste par philanthropie de faire plaisir au monde de lui permettre d'avoir 3 millions d'euros.
c'est qu'il y a bien un intérêt idéologique, propagandiste. Or, malheureusement, ça sur Internet, forcément, ça a pas mal tourné. Alors on a essayé de contourner, de détourner, de faire passer ça comme des arguments, de la fake news, du complotisme contre Bill Gates, etc. Sauf que malheureusement, les preuves, les documents s'accumulent, et force est de constater que malheureusement aujourd'hui Bill Gates est en très mauvaise posture. Même au sein de l'État fédéral, aujourd'hui beaucoup de gens ne veulent plus voir Bill Gates apparaître dans un certain nombre d'organismes. Je rappelle que le docteur Fauci, qui est le pape du Covid aux États-Unis, avait été nommé au service d'épidémiologie américain dans les années 80. Et il faut savoir que l'un des plus gros investisseurs, entre guillemets, on va dire, donateurs, pour faire plaisir, se trouve être la fondation Bill Gates. Donc quand il y a une pandémie, que derrière il y a des labos dans lesquels vous avez des entreprises, des copains de Bill Gates, etc., qui ont des billes chez AstraZeneca, chez Pfizer, chez Gilead, etc., Monsieur Fauci, lui, ce n'est qu'un outil. Et on lui dit de dire ce qu'il faut dire. On lui dit d'aller dans les directions où il faut aller. Ce qui n'a pas été simple quand on est avec un président qui s'appelle Donald Trump. Donc, il y a eu du fil à retordre quand même. Mais force est de constater qu'on a un petit peu entendu tout et son contraire. Et même encore aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Donc j'ai envie de dire, j'ai pris donc l'exemple de Bill Gates, qui de toute façon semble bien parti pour passer à la trappe, à moins qu'il y ait un rebondissement pour le sortir la tête de l'eau, parce qu'on a peut-être encore besoin de lui pour je ne sais quoi d'autre. Observons, regardons dans le détail certaines choses, parce que je pense que tout ce qui va se passer dans les mois à venir, va y avoir des liens de cause à effet. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de hasard que ces choses arrivent à cet instant précis. Que ça ne va pas être, je dirais, un phénomène qui n'était pas prévu, qui était un phénomène imprévisible, qui était un phénomène de coïncidence. Il y a un moment donné où, quand on gratte un petit peu, on voit que derrière, il y a des gens, que dans les coulisses, il y a des personnalités, qu'il y a des acteurs économiques, les mêmes acteurs économiques qu'on retrouve dans d'autres secteurs, des secteurs qui eux-mêmes vont tirer profit de la situation. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Monsieur le maire qui est tout content parce qu'il a débloqué, je ne sais plus combien de contrats en Ukraine pour 3 millions ou 3 milliards, je ne sais plus. Donc si vous avez été signé des contrats pour 3 milliards 5 avec l'Ukraine, donc pour des contrats pour des moyens de transport, des trains, etc., si demain l'Ukraine décide de bombarder le Donbass, que va faire l'État français? Il ne bougera pas, il ne dira rien. Vous voyez, les conflits de cause et d'effet, on en est réduit là aujourd'hui. Pour sauver des acteurs économiques, pour sauver des pans économiques, pour sauver les copains de la finance, des multinationales, etc., eh bien aujourd'hui on est en train de vendre notre âme. Ils sont en train de vendre même l'intégrité et la souveraineté même de nos pays. Donc après, instrumentalisation, on fait quelques petites provocations à droite à gauche. Hier, c'était les BLM, aujourd'hui, c'est la Palestine. Tiens, d'ailleurs, ce week-end, ce qui est assez amusant, c'est que tous les médias sont quasiment focalisés sur les manifestations pro-palestiniennes qui ont eu lieu à Londres, à Paris, même si c'était interdit. On a retrouvé toujours les mêmes personnages, etc. Par contre, les manifestations anti-Covid, anti-mesures sanitaires ont disparu des médias. J'ai la manifestation de Londres où ils sont allés juste au pied de l'immeuble de la BBC pour leur dire que c'était des vendus. Pas un mot. Donc, j'ai envie de dire, si dans les prochaines semaines, il arrive quelque chose de catastrophique,
Je rappelle, grosse tension actuellement entre les Américains et la Chine, qui de toute façon, aucun des deux ne cédera du terrain pour être le number one de l'économie mondiale. Rappelons que la Russie est un territoire à conquérir dans ce fait que l'Europe ne pourra pas, à un moment donné, se passer de la Russie avec cette guerre économique qu'il y a avec la Chine, qu'il vaut mieux se faire partenaire avec la Russie que de s'en faire un ennemi, tout simplement. Que les États-Unis, pour l'instant, restent un leader parce qu'ils ont quelque chose qui les sauve qui s'appelle le dollar, mais qu'une dédollarisation massive en Asie ne ferait qu'affaiblir cette monnaie et qu'à un moment donné, les maîtres de l'économie mondiale pourraient changer leur fusil d'épaule et décider soit de passer à la monnaie unique ou de choisir une autre monnaie, et voire même peut-être se vendre à la Chine avec le yuan. Pourquoi pas? D'où l'intérêt d'ailleurs, la grosse panique actuellement qu'on entend à la fois la BCE dire oui, il faut créer une monnaie numérique, etc. Parce qu'ils le savent. Ils le savent que là, on est entré dans la phase où, à un moment donné, il va falloir tirer la chasse. Et que dans cette chasse, il va y avoir forcément des devises internationales qui vont devoir passer à la chasse, dont le dollar. Alors, ce n'est pas le cas pour l'instant. Le dollar reste une monnaie, je dirais pas garantie, mais du fait de la santé des autres monnaies internationales qui, je rappelle, sont le yuan, la livre sterling, l'euro et le yen japonais, toutes ces autres monnaies sont tout aussi malades que le dollar. Donc c'est pour ça qu'ils font du quantitative easing, c'est pour ça qu'ils font de la planche à billets, etc. Parce que tant que tout le monde fait de la planche à billets, les devises restent plus ou moins en équilibre. Et il suffirait d'un gros clash, quelque part. Si demain vous avez une guerre conventionnelle, même si aujourd'hui le Pentagone a réaffirmé que si les États-Unis rentraient dans une guerre, il est hors de question d'envoyer des soldats là-bas. Parce que déjà l'Afghanistan, c'est le gros bordel, et là l'Irak, il y a beaucoup d'experts en ce moment qui sont très inquiets parce qu'il se pourrait bien que l'Irak soit resoumis à une nouvelle guerre, dans laquelle évidemment les acteurs vont tirer les ficelles, puisque ça serait une nouvelle guerre entre à la fois les partis sunnites modérés, sunnites extrémistes radicaux, État islamique, et les chiites. Voilà, ça se tiraille un peu dans la région. Mais ça admettrait que finalement l'intervention américaine n'aurait servi à rien. Parce qu'on a dégagé un Saddam Hussein qui maintenait quand même, contestablement en effet, mais qui maintenait un équilibre. Tout ce qu'on a fait, c'est bousiller l'équilibre, et aujourd'hui, on se retrouve avec des pays complètement instables, comme la Libye. Alors la Libye, aujourd'hui, on vous dit oui, ça y est, ça s'améliore un peu. N'empêche que ça ne s'améliore pas vraiment, parce qu'il y a toujours les guerres tribales en Libye. Et de toute façon, toute la région du Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, Moyen-Orient, on le sait, c'est explosif. C'est un baril de poudre. C'est un baril de poudre entre le futur sultan qui veut reconstruire un califat musulman ottoman, les Israéliens qui veulent leur grand Israël, les sunnites qui veulent leur grand califat, et évidemment les chiites qui eux aussi ne sont pas en reste pour vouloir posséder toute une région. Pour l'instant, en effet, on se focalise sur les chiites, l'ennemi juré. Mais quand les chiites, si demain les chiites finissent par disparaître, si demain il y a une révolution en Iran et que l'État islamique d'Iran disparaît au profit d'un ersatz démocratique, ce qui ne veut pas dire que l'Iran redeviendrait aussi comme l'Irak, c'est-à-dire des conflits interethniques, interconfessionnels, etc. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Israël et puis les Saoudiens vont se retrouver avec la Turquie. Comme on disait, je ne sais plus qui, que la Turquie, de toute façon, Poutine, on le sait, a un bouton sur son bureau pour dégager Erdogan, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Donc voilà, vous voyez, les cartes ne sont pas encore redistribuées, pas complètement redistribuées. Et que forcément, quelles que soient les situations, quelles que soient les issues qu'il va y avoir en Moyen-Orient, vu le nombre de musulmans que nous avons en Europe,
Déjà, vous voyez le bordel avec la Palestine. J'ai envie de dire, c'est remettre de l'huile sur le feu. Voilà pour ces informations que je voulais partager avec vous en matière de réflexion par rapport à mon instinct qui m'a dit qu'actuellement il y a des éléments assez intéressants qui pourraient être, je dirais, des indices à une future déstabilisation ou instabilité de la géopolitique internationale. Pour l'instant, on est toujours avec le Covid, donc on continue les aventures. On s'attend déjà, on commence déjà à préparer les esprits à éventuellement une 4e vague d'ici l'été, fin août, allez savoir. Donc voilà, si vous avez un voyage ou quelque chose à faire pour vous aérer un peu l'esprit, je vous invite à le faire d'ici juin, début juillet, parce que après, attendez-vous à ce que tout retombe à cause de réaugmentation des cas Covid. Vu que les vaccinations sont à la traîne en Europe et plus particulièrement en France, aux États-Unis, on est déjà en train de relâcher un petit peu le lest, mais ils sont quand même assez craintifs éventuellement de voir une reprise de l'épidémie, qui plus est avec un variant, ce qui serait excessivement dangereux dans la crédibilité même et la stabilité même du pays, dans ce sens où si jamais il y a une reprise de l'épidémie, plus particulièrement sur une portion non négligeable de gens qui ont été vaccinés avec les 2 doses, ça risquerait de poser un petit problème de crédibilité. D'ailleurs, même certains laboratoires, nous avons déjà Pfizer et Moderna, qui ont déjà annoncé que peut-être il serait question qu'on fasse une 3e dose au mois de décembre, voire même mettre en place une vaccination annuelle, c'est-à-dire un rappel, peut-être 1 ou 2 rappels par an. Eh oui, business is business. D'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous dire d'autre, si ce n'est bon courage pour cette réouverture du 19 mai, et portez-vous bien et soyez prudents.